Je m'appelle Romain Couturier, je suis coach indépendant. J'ai fondé Terre d'Agile il y a 2 ans. Et comme je vous disais, je suis comme toutes les boîtes qu'on voit ici, ce sont des sponsors. Ces sponsors, moi je les remercie énormément pour tout le travail qu'elles font en finançant des événements comme celui-ci. Et pour moi, il me paraît aussi normal de financer des événements. Parmi les événements que je finance, il y a Mixit Lyon, qui aura lieu les 29 et 30 avril de cette année. C'est un événement technique et agile. Et pourquoi je vous parle particulièrement de Mixit, c'est que je fais aussi partie des organisateurs, et il y a ce qu'on appelle les aliens. Et dans ces orateurs aliens qu'on essaye d'inviter, on a voulu se faire un grand plaisir et inviter Cédric Villani. Évidemment, il n'a pas pu venir, il a forcément décommandé. Ça fait 2 ans qu'on essaie de l'avoir, et c'est dommage, parce que c'est un homme absolument passionnant, c'est un mathématicien de renom. Et j'ai découvert une de ces sessions sur la naissance des idées. Et pendant 18 minutes, pendant ce TED Talk, il nous parle avec une poésie mathématique de la naissance des idées, et il nous livre à la fin de son talk quelques ingrédients qui permettent de créer une idée. De la documentation, avoir un environnement matériel et intellectuel disponible, des échanges, des contraintes positives qui vont stimuler la créativité, du travail, de la persévérance, et puis un petit peu de chance. Moi, j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur il y a 2 ans. En fait, en préparant cette session, je me suis rendu compte que je suis entrepreneur depuis beaucoup plus longtemps que ça. Déjà, quand j'étais à l'école, avec les copains, quand on faisait des soirées le samedi soir, on était déjà des entrepreneurs. Et bien que certaines restent mémorables, non pas par le niveau d'alcool de la soirée, mais plus par la qualité de leurs idées, dans ces soirées-là, on avait des idées absolument géniales. Par exemple, un soir, on a inventé le barbus. On montrait un bar, mais itinérant. Ouais, ok. Pas terrible comme idée. Mais elle était géniale, elle était géniale. Et puis un soir de pluie, on a inventé le parapluie. C'est comme le Vélib, mais avec des parapluies. Ce serait des parapluies en libre service, parce que quand il pleut, on n'a jamais le parapluie. Je ne suis pas d'accord avec vous, elle était vraiment géniale cette idée. Et des idées géniales, j'en trouve dans les entreprises que j'accompagne. Je travaille avec des responsables produits, des managers. Ils ont tous des idées géniales. Et aujourd'hui, en 2014, il y a beaucoup de retours d'expérience, il y en aura tout au long de cette journée, avec beaucoup d'idées qui fonctionnent, avec beaucoup de projets qui fonctionnent bien en agile, avec du super Scrum. Voilà, vous avez des organisations qui délivrent des produits pour leurs utilisateurs, qui partent de cette idée pour aller délivrer ça. Donc on va les appeler des intrapreneurs. Et puis, il y a aussi tous ceux qui échouent. Et j'ai terminé une mission l'année dernière, je tairai le contexte, mais on a fait 9 mois de super agilité. J'ai rarement vu une équipe aussi engagée, avec un PO qui faisait vraiment son rôle de PO, avec une idée toute simple, qui était faire des traitements de demandes de travaux sur des fichiers PDF. Et puis au bout de 12 mois de projet, eh bien, cette idée géniale, elle est tombée à l'eau, puisque le problème, c'est qu'il travaillait sur des flux numériques, et finalement, le problème, c'est que tous les flux d'entrée, c'était des flux papier. On ne comprend pas, l'idée, elle était bonne pourtant. Elle était bonne, cette idée. Alors, cette notion d'intrapreneur et d'entrepreneur, j'ai voulu aller la creuser. Je suis allé au forum de l'entrepreneuriat de la CCI de Lyon l'année dernière, où ils m'ont accueilli avec plaisir, et avant de donner ma session, j'ai fait une facilitation graphique sur c'est quoi un entrepreneur? Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Et moi, j'attendais d'un entrepreneur, voilà, cette notion d'idée, pas du tout, pas du tout. Un entrepreneur, il a beaucoup de choses. Là, c'est le fruit de 20 minutes de conversation avec 5 personnes autour de la table, et on voit bien que l'entrepreneur, il a beaucoup de sujets à travailler. L'organisationnel, il a besoin de... il est happé par énormément de sujets.
Alors j'ai essayé quand même de préciser un petit peu le terrain, parce que je voulais quand même cibler leurs problèmes à ces entrepreneurs. Maintenant que je les connaissais un petit peu mieux, qu'est-ce que vous avez comme problème par rapport à votre produit? Ah, déjà, j'ai eu un petit peu de mal, parce que la notion de produit, elle n'était pas vraiment au cœur des priorités. Parce que le produit, c'est finalement qu'une composante dans un espace global. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs parmi vous, au fait? Ouais. Des intrapreneurs? Est-ce que, chers entrepreneurs, là, vous retrouvez dans les problèmes que je cite ou pas? Oui? Ouais. Les autres, j'ai pas eu le temps de les repérer. Moi, je suis parti de ces problèmes-là et je me suis dit, il faut que j'arrive sur cette session avec une proposition de valeur. C'est quoi le message? C'est la troisième fois que je donne cette session. Avec quoi j'arrive? Parce que ces entrepreneurs-là, quand j'ai commencé à leur dire que, un petit peu, je me suis dit, tiens, je vais me réinspirer de ce que disait Cédric Villani, c'est que la plupart des idées ne fonctionnent pas. Et aller voir un entrepreneur et lui dire, ton idée, elle ne fonctionne pas, c'est un peu violent comme message. Et le problème, c'est pas l'idée. Le problème, c'est ce qui va être sous-jacent. Et ce que je vous propose d'explorer pendant cette session, et là, je lance un appel, parce que cette session ne fonctionnera que si à un moment donné, j'ai quelqu'un qui me rejoindra derrière, au fond, pour mener une expérience. Je plante la graine. À un moment donné, je ferai l'appel à un volontaire, un entrepreneur ou un intrapreneur, qui sera prêt à jouer le jeu avec moi, de tester son idée. Et moi, je garderai vos idées, mais j'irai tester vos certitudes. Comment je vais faire ça? Avec quoi je vais le faire? Quelle solution j'ai envie de vous proposer? Une solution simple. Le Lean Canva. Le Lean Canva, c'est un outil qu'on retrouve dans un livre qu'a écrit Ash Maurya, dans sa démarche Running Lean, qui est fortement inspiré des travaux de Eric Ries et de Steve Blank. Alors, on n'aura pas le temps de faire toutes ces choses dans cette session, surtout que vos estomacs vont commencer à crier famine. Donc, je vais déjà au moins vous proposer une expérimentation en direct, et puis je vous donnerai quelques pistes pour voir comment est-ce qu'on peut aligner l'offre et la demande, sans prétention aucune, et on pourra conclure sur l'apprentissage itératif. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Lean Canva. Il y en a qui ne connaissent pas? Ah ouais. Donc on va faire simple, on va démarrer par l'outil. Le Lean Canva, c'est ça. Des Canva, vous en avez plein aujourd'hui. Vous avez le Business Model Canva, vous avez le Lean Canva. Alors de quoi il est composé, ce Canva? C'est une feuille très simple, qu'on va essayer de remplir, en s'interrogeant sur les problèmes. Quels problèmes on essaye d'adresser par rapport à notre produit? Ok, ces problèmes-là, qui est-ce qui les a? D'ailleurs, il peut y avoir plusieurs cibles. On va ensuite réfléchir à la proposition de valeur. Quel est un message attirant, suffisamment séduisant, qui résume bien la finalité du produit que vous allez obtenir en tant qu'utilisateur, en tant que cible? Et pour ça, on va avoir besoin d'une solution. Par exemple, une application, peut-être quelque chose de matériel, on ne sait pas. On va se poser la question de comment est-ce qu'on va acheminer cette proposition de valeur à nos cibles clientes. Quel modèle de revenu on imagine? Combien ça pourrait nous coûter? On va réfléchir à comment est-ce qu'on va mesurer que finalement notre produit il est bien construit et il répond bien aux attentes. Et puis on va s'imposer aussi la question de quels sont nos avantages différenciants. Et dans les avantages différenciants, on va tout de suite éliminer le côté « je suis le premier à sortir le produit » qui n'est pas du tout un avantage. Ça vous dit d'essayer là? Ok. Qui est partant pour venir expérimenter avec moi? Ah, je vous cache pas que si j'ai pas de candidat, je vais ramer. Ah, merci. Ton prénom? Emmanuel. Est-ce que tu peux me rejoindre, Emmanuel? Alors, je suis désolé pour le public. Je vous invite à surtout pas vous froisser le dos et les muscles. Je vais essayer de mettre à jour en live, directement sur l'écran, tous les échanges qu'on va avoir avec Emmanuel, c'est ça? Je t'en prie, installe-toi. Bienvenue. C'est bon, je peux y aller. Alors, Emmanuel, est-ce que donc si tu as répondu à l'expérience, c'est qu'a priori tu as un projet. Tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux me dire quel problème tu es en train d'adresser?
Ouais. C'est pas grave, sinon je passe. Décidément. C'est bon? Un, deux. Un, deux. Oui, ça marche. Ouais, super. Donc tu nous disais, Emmanuel? Mon problème, c'est comment est-ce que je peux avoir un environnement dans lequel j'ai des tests qui se font plus rapidement. C'est autour de l'intégration continue, mais le fait que les gens ne connaissent pas vraiment les produits qui existent et comment les accompagner dans leur mise en place de ce genre de produits. Donc si je résume à comment avoir un environnement d'intégration continue, Oui, voilà, c'est ça. Comment avoir un environnement d'intégration continue. Ok. Avec tous les tests qui se font automatiquement, il y a plein d'outils qui sont là, mais il faut apprendre à les utiliser et parfois c'est pas aussi évident que ça. Juste, tu disais ton problème, mais c'est le problème de qui ça? Comment avoir un environnement d'intégration continue? Je dirais que c'est les problèmes de développeurs qui sont soit dans des grosses entreprises, soit qui sont plus isolés et qui n'ont pas forcément ce qu'il faut en termes de machines autour d'eux. Tu les as vus, ces développeurs? Tu les as rencontrés? Oui. Ouais. C'est eux qui t'ont dit qu'ils avaient ce problème-là? Non, c'est plutôt en les observant, en voyant comment ils faisaient leur travail et du coup... T'as vu d'autres choses, d'autres problèmes liés à ça, qui allaient au-delà? Au-delà ou d'autres choses, hein, peu importe. Non, en fait, c'était surtout du fait qu'ils pouvaient pas. Les problèmes étaient qu'ils avaient des produits qu'ils pouvaient pas vraiment mettre en prod. Des produits qu'on peut pas mettre en prod. Voilà. D'accord. Donc ça c'est du vécu, c'est de l'observer, ouais, t'as échangé. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que ça cible que les développeurs qui sont dans des grosses entreprises? C'est ça ta cible? Oui, ou alors les développeurs indépendants qui n'ont pas vraiment de quoi. Ah d'accord. Et ils ont les mêmes problèmes, les développeurs indépendants. Eux aussi, ils ont besoin d'un environnement d'intégration continue. C'est plus un problème d'infrastructure. Ah, c'est pas les mêmes? Non. Ah, d'accord. Donc eux, ils ont des problèmes d'infrastructure, d'accord. Ouais. Et tu as réfléchi à ce que tu voulais leur proposer? Là, on a comment avoir un environnement d'intégration continue, problème, on ne peut pas mettre en production, on a des problèmes d'infrastructure. C'est quoi la solution que tu as envie de leur proposer? La solution, c'est de leur apporter des formations et de la connaissance sur les produits qui existent. La formation, ça c'est ta solution? Non, ma solution c'est... oui, enfin, en fait, la solution, c'est de leur apporter de l'expertise dans ce domaine-là. Ok, ça c'est ta proposition de valeur ou c'est une réponse concrète au problème que tu... La proposition de valeur, c'est de les accompagner de bout en bout dans la découverte et dans l'utilisation de ces outils-là. Accompagnement de bout en bout? Quel bénéfice, moi, j'y retrouve? Au lieu de passer 3 heures à essayer de comprendre comment ça marche, je vais pouvoir, moi, apporter une expertise là-dessus et puis ensuite faire en sorte que... Si tu avais de résumer ce que tu apportes, ce serait quoi ton slogan? Si tu avais un effet waouh à donner, comment tu donnerais envie aux développeurs là, qui sont dans les grosses boîtes ou les indépendants? Je dirais 0 à 100 en une journée, passer d'un environnement non automatisé et pas du tout testé à un environnement complètement testé et qui sera livré. D'accord. Excuse-moi, tu peux le résumer? Ouais. 0 à 100 en une journée? 0 à 100 en une journée, votre application livrée,
votre application livrée dès que le code est écrit. Ok. Tu as déjà proposé ce slogan à quelqu'un? Non. Non. Concrètement, les solutions que tu vas apporter, là, ta proposition de valeur, elle se décline comment? Comment tu m'adresses concrètement le problème d'avoir un environnement d'intégration continue, un produit qu'on ne peut pas mettre en production et des problèmes d'infrastructure? Comment tu réponds à ça? Je réponds à ça en apportant une expertise dans les outils qui sont disponibles et en apportant une pédagogie qui permettra à ces gens-là d'apprendre plus facilement ces outils, comment utiliser ces outils et lesquels sont les plus pertinents pour eux. Donc de la pédagogie, c'est voilà. ça? De la pédagogie et de l'expertise sur ces environnements. Une expertise dans tous les outils disponibles, c'est ça que tu me disais tout à l'heure? C'est ça, ouais. Ouais, d'accord. Tu sais comment tu vas te rémunérer? Tu sais qu'est-ce que tu gagnes avec ça? C'est quoi ton modèle, modèle de revenu? Il y a deux possibilités. Soit c'est à la formation, c'est-à-dire je vais. Ouais, mais combien concrètement? Combien? Ouais. Tu me demandes un chiffre là comme ça sur. Bah, tu veux gagner de l'argent ou tu veux pas en gagner? Ouais. Ben, je sais pas, pour disons un travail d'expert. Ok, on va dire que je vais pas, 1000 euros. 1000 euros jour, on va dire. D'accord. Tu as une idée de combien ça va, des coûts que tu vas pouvoir, que tu vas avoir à supporter? Oui, il y a pour tout ce qui est les environnements, il y a parfois des comptes qui sont gratuits, mais d'autres comptes où il faut acheter des serveurs en ligne, par exemple. Donc il y a le coût de l'ordinateur que je vais devoir prendre avec moi pour pouvoir faire mes présentations. Il y a le coût de plein de fournitures différentes que je vais. Tu les as listées quelque part, toutes les fournitures? Ouais. Ouais. Tu as une idée précise? Oui, j'ai une idée précise, oui, avec. Ok. Juste parce qu'on manque un petit peu de temps. C'est quoi ton avantage? Ce que tu proposes là, il n'y a personne qui le fait? Aujourd'hui, tu es le seul? Ou ça existe déjà? Il y a beaucoup d'informations qui est dispersée ça et là dans le web. Ce que j'apporterai moi, c'est le fait de la connaissance au niveau de tous ces outils-là, d'une part. Et ensuite... Donc c'est ça ton avantage? Mon avantage, oui. C'est la connaissance et ma capacité d'analyse par rapport à... Ça, on peut pas te le copier, ça? Je pense que ce serait difficile à voir, oui. D'accord. Tu as imaginé comment tu vas délivrer là, tout ce package d'expertise et de pédagogie, de formation aux développeurs? Comment tu vas t'y prendre? C'est-à-dire comment tu vas mettre à disposition là, ce beau projet? Comment tu vas aller chercher les développeurs dans les grosses boîtes ou dans les entreprises, dans les indépendants? Eh bien, je viens au Scrum Day, par exemple. Au Scrum Day, d'accord. Et ça a marché? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Cool. J'ai pas commencé à leur parler encore trop. T'as pas commencé, d'accord. Donc tu sais pas en fait. On peut résumer comme ça? Oui, c'est vrai, oui. Ouais, je suis en train de tâtonner sur le... Très bien. T'as une idée de qu'est-ce qui ferait que pour toi ce produit-là il fonctionne? Comment tu vas mesurer? C'est quoi tes indicateurs à toi en tant qu'entrepreneur? Mes indicateurs, ce serait le nombre de personnes qui viendraient à mes formations. Ouais. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formation, de ce que je comprends? Il y en a eu une ou deux, mais c'est pas encore payé. D'accord. Et tu as eu combien de personnes? C'était plus en one-to-one. Ah, d'accord. Voilà. Ok, t'as d'autres indicateurs en tête? Par rapport, quand je fais des articles sur le sujet, le nombre de personnes qui vont retweeter les articles, qui vont me suivre sur le sujet en particulier. Donc ça va parler d'un intérêt. L'autre, ce serait les sous qui rentrent. Les sous qui rentrent. T'es à l'aise avec tout ce modèle-là là? T'as des incertitudes ou t'es sûr de ton coup? Je suis absolument pas sûr de mon coup. D'accord. Alors je te remercie d'avoir participé à l'expérience. Merci. Bien.
Je tenais à remercier Emmanuel qui n'est pas tombé dans l'erreur que je vois à chaque fois que je fais cette démo. Emmanuel, tu pourras confirmer qu'on ne se connaissait pas avant et que je ne connaissais pas ton projet. D'accord. C'est de commencer par la solution. Souvent, l'idée est associée à la solution. Et là, la démarche à laquelle on est invité, c'est vraiment de réfléchir à la première partie qui est problème et segment. Si vous avez participé à la session sur le design thinking, il y avait énormément de choses à retirer de ça. C'est exactement la même démarche. L'idée, et elle est bien là, on voit bien qu'Emmanuel, derrière, a pas mal d'incertitudes. Et en même temps, il y a des certitudes non testées, non validées. Il y en a certaines qui le sont déjà. À partir de ce que Ashmoria a aussi décrit dans sa démarche Running Lean, c'est une démarche qui vise à être sensibilisé à ne pas optimiser trop tôt. Et l'optimisation prématurée est souvent dans nos idées. On a envie d'avoir, on imagine l'idée à l'échelle. Ce que Ashmoria nous invite à faire, par différentes techniques, c'est de réfléchir déjà à est-ce qu'on a bien aligné le problème sur la solution. Ce qu'on voit bien avec Emmanuel, c'est qu'il a observé sur le terrain. Le problème est légitime, le problème est vrai. Ce qui n'a pas été encore testé, c'est que ce qu'imagine Emmanuel, eh bien, ça correspond bien à une population de développeurs. Donc pour l'instant, on est sur une idée théorique. On n'a pas dit une idée qui ne fonctionne pas, une idée théorique. Donc déjà, la première étape, ça va être de s'aligner, d'aligner son problème sur sa solution. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème que vous adressez, il est écrit, formalisé? Est-ce que vous avez une solution en face? Avant d'essayer de passer à l'échelle, avant de chercher 1000 utilisateurs, il faudra déjà en avoir un. Dans le cas d'Emmanuel, tu en as 2, tu as fait 2 formations one-to-one. Super. Et donc, on va travailler, et ça va être extrêmement important, puisque la base du travail, ça va être dans la connaissance de ses utilisateurs. La deuxième étape que Ashmoria nous propose, c'est la connaissance de ses segments. Et si vous faites un exercice, par exemple, ça c'est un atelier qui s'appelle le Business Value Proposition. Vous trouverez, c'est un autre Canva. Je l'ai fait à Agile Tour Montpellier l'année dernière avec des populations assez variées. Il y avait des gardiens de parc, il y avait des élèves. Enfin, ça, c'était les cibles, en fait. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que souvent, quand on fait l'exercice des personas, et ce qui nous ramène directement à ce qu'a fait Emmanuel, c'est-à-dire l'observation, eh bien, on crée des personnages qui sont des stéréotypes, qui sont des fantasmes, qui ne sont pas alignés sur la réalité. Le fait est, c'est que si vous conduisez ces ateliers-là en séance, par exemple, comme j'ai pu le faire avec mes clients l'année dernière, sans vos utilisateurs, le résultat et l'hypothèse de départ, elle est fausse. Cette hypothèse se transformant très rapidement en une certitude, eh bien, tout le reste est bâti sur un château de cartes. Et c'est bien là le sujet. Quand je disais « gardez vos idées, testez vos certitudes », le problème sur les produits, ce ne sont pas les idées. Les idées sont géniales, les idées sont extrêmement bonnes. Mais c'est quoi une hypothèse? Quelles sont les hypothèses qu'on formule? Quelles sont les hypothèses qui, moi, en tant que product owner, m'animent? Alors, il y a celles que je connais, il y a celles que je ne connais pas. Et là, je vous invite à un exercice d'écoute très simple. Tester ces certitudes, ça veut dire que, en fait, vous allez rester à l'écoute de votre interlocuteur. Quand vous allez avoir quelqu'un, par exemple, qui en réunion va vous dire « je pense que », hop, là, vous avez une hypothèse. « Je suis sûr que », là, vous avez une énorme hypothèse. Plus vous avez de certitude, plus vous avez besoin d'informations. Et de l'information, eh bien, il va falloir aller la tirer de vos utilisateurs. Si vos utilisateurs sont des stéréotypes, des avatars, eh bien, vous allez en plus entretenir vos certitudes, qui sont finalement que des hypothèses. Donc ce que nous invite à faire Ashmoria dans le Running Lean, c'est d'identifier où sont les hypothèses dans le Canva. Le Canva n'est finalement que la face visible d'une démarche qui est beaucoup plus globale. J'ai volontairement intitulé cette session « Créer le bon produit avec le Lean Canva » parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens recherchent des outils. Ce qui se cache derrière, c'est ça. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps. Remplissez le Canva, et on pourrait faire l'exercice avec Emmanuel, d'identifier maintenant sur chaque case où sont les hypothèses. Et en fait, la première hypothèse de base, c'est est-ce que vous avez les preuves de ce que vous affirmez dans chacune des cases? Chaque case devient une hypothèse. Une hypothèse qu'il va falloir aller vérifier. Si vous n'avez pas la preuve formelle que ce que vous affirmez est juste, potentiellement c'est faux. Si vous avez juste, ça ne devrait pas vous coûter très cher d'aller tester ça. Si vous avez faux, la bonne nouvelle, c'est que vous vous plantez très tôt. Et ça, c'est génial. Pas pour tout le monde apparemment. Je peux vous comprendre, parce que nos idées, on y tient.
Une fois que vous aurez fait cet exercice-là, eh bien, vous allez pouvoir vous poser et remonter d'un cran. Et il y a une composition globale des hypothèses, ce que montre ce schéma-là. C'est-à-dire que les 4 premières cases vont vous inviter à est-ce qu'on est en train de faire le bon produit? Est-ce qu'on est en train de l'adresser à un bon segment? Et est-ce qu'on a le bon modèle économique qui va avec? Et c'est là où ça va devenir dur, puisqu'il va falloir itérer, itérer, itérer. Et quand on vous parle dans les blogs, dans les conférences, d'un minimum viable product, d'un produit minimum viable, on est en train de vous dire quoi finalement? N'essayez pas de prendre votre produit final et de le réduire et d'en faire la plus petite portion. C'est par l'inverse qu'il faut le prendre. Le minimum viable product, c'est votre hypothèse la plus risquée sur votre canevas, et peut-être que ce que vous allez tester, eh bien, n'aura absolument rien à voir avec votre produit final. Mais ça va vous permettre d'avancer et ça va légitimer l'investissement en temps, en énergie, en argent, que vous allez mettre dans ce produit minimum viable. Donc cette notion d'hypothèse, elle est vraiment fondamentale. Tout notre travail est fondé sur des hypothèses. Quand je travaille avec des product owners, tout mon travail, il n'est pas de leur dire, de leur apprendre à gérer un backlog ou comment trouver la business value. Ça, les gens savent très bien le faire. Si vous posez la question, ils trouvent des réponses. L'idée, c'est d'inviter les personnes à se dire, on va changer le paradigme, on n'est sûr de rien. Et à partir du moment où vous êtes sûr de rien, eh bien, vous allez fonctionner par hypothèse, vous allez prioriser ces hypothèses. Il y a des hypothèses qui vont avoir beaucoup plus d'impact que d'autres si elles ne se réalisent pas. Et donc, vous allez piloter votre projet par vos hypothèses. Certains appelleront ça de l'analyse de risque. Ça peut être équivalent. Alors, évidemment, pour pouvoir réaliser ça, il y a 3 qualités à ne pas négliger. Cette invitation à travailler par hypothèse, elle est d'éviter la production de ce que j'appelle un produit de vanité. Vous savez, des produits pour nous, des produits nombrilistes, des produits où on se fait plaisir. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Par exemple, Emmanuel disait, voilà, à commencer par « j'ai un problème ». Emmanuel n'est pas l'utilisateur, il est l'entrepreneur. Vous ne pouvez pas être le consommateur de ce que vous allez vendre, de ce que vous allez utiliser. Au pire, vous êtes un super utilisateur, mais vous n'aurez pas la fraîcheur et la candeur d'un utilisateur final. Donc ça veut dire qu'il va falloir se mettre dans la position de l'entrepreneur, de l'intrapreneur. Et ce canevas, c'est juste un support privilégié pour trouver les hypothèses. Et derrière, eh bien, s'appuyer sur 3 qualités. La vitesse, aller vite. Vous allez voir que les vrais, ceux qui sont vraiment en lean startup, ceux qui sont vraiment en mode qui appliquent d'autres méthodes, vont très vite. Ils itèrent très vite, ils testent très vite, ils ont beaucoup d'hypothèses. Ce qui leur permet d'échouer beaucoup plus tôt, et d'échouer beaucoup plus souvent, et donc d'apprendre beaucoup plus d'informations. La difficulté avec ce modèle-là est bien évidemment de garder l'attention, ce que H. Moria appelle le focus, sur quoi est-ce qu'on reste concentré. Le canevas, il a plusieurs cases. Si vous êtes concentré sur tout, vous ne pourrez pas tout gérer. Donc il va falloir rester concentré, s'organiser. Adopter la démarche, ce type de démarche, en s'appuyant sur un lean canevas ou sur de lean startup, c'est adopter une rigueur de réflexion, une rigueur d'entrepreneuriat. Alors pour l'instant, c'est très théorique. C'est très théorique, et puis peut-être que vous trouverez d'ailleurs des présentations bien meilleures que celle-ci pour vous présenter le running lean dans les moindres détails. Ce que je n'avais absolument pas envie de faire, parce que vous parlez de techniques d'interview, oui, très bien, super. Vous parlez des techniques d'observation, il y a des gens qui l'ont fait bien mieux que moi avant. Alors, est-ce qu'il y a des retours d'expérience? On parle beaucoup de grosses boîtes, on parle beaucoup de Zappos, Dropbox, on retrouve toujours les mêmes exemples. Mêmes exemples où, je ne sais pas vous, mais moi, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas autant de salariés, je n'ai pas des produits aussi gros, et pourtant, quand vous avez compris le Lean Canvas, vous pouvez voir que vous pouvez l'appliquer absolument à tout. C'est ce qu'a fait, par exemple, Startup Maker, qui est une société grenobloise. Startup Maker est une société qui a adopté la démarche Lean Startup en s'appuyant sur Running Lean, pour accompagner des entreprises et des startups en mode Lean Startup. Vous me suivez? Ce qu'ils appellent de l'ultra-amorçage, c'est-à-dire qu'ils inscrivent au sein même de l'ADN de la startup, et c'est ce qu'ils appellent, en fait, c'est un fonds d'ultra-amorçage. Donc ils financent la startup en mode itératif. Et une itération, ça dure 2-3 mois.
Et donc, l'idée, c'est pendant ces 2-3 mois, d'aller valider des hypothèses. Ce qui invite donc le créateur du projet à s'interroger sur véritablement qu'est-ce qu'il y a à démontrer, quel est mon prochain MVP. Là, ils ont fait tout le montage, ça a duré tout 2013, et ils se sont lancés officiellement début de l'année. Et pendant toute l'année, ils ont validé leurs options, ils ont validé leurs hypothèses, ils ont validé énormément d'informations avant de se lancer officiellement. Et puis, ça me paraissait un petit peu pas très correct de me présenter face à vous sans avoir moi-même expérimenté. Et puis je me suis dit, voilà, les outils agiles, moi j'aime bien, je les prends, je les consomme, je les analyse. Et je me suis dit, c'est bon, Lean Startup, ça va, une fois que tu as compris les hypothèses, c'est facile, hein, c'est bon. Allez, tiens, bah, ça tombe bien, j'ai une prochaine formation Product Owner. Je fais pas mal de choses, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de proposer une formation Product Owner avancée. Mon idée, elle est géniale. Ça n'existe pas, une formation Product Owner avancée. Ça n'existe pas. Je serai le premier à dire Product Owner avancé. Et puis j'ai des vraies choses, parce que je mène une vraie réflexion sur ce sujet-là. Je travaille avec... voilà, j'ai bien compris Non, j'ai surtout compris que je suis retombé exactement dans les travers. Je me suis fait ma petite formation à moi. En fait, on est 2 à avoir fait cet exercice-là. Et ça a été très dur parce qu'on s'est dit on va s'amuser en même temps. Parce que le Lean Startup, Running Lean, ça fait partie du contenu de la formation. Donc on s'est dit ça ne doit pas bien être compliqué de trouver des PO. Ah ouais, si en fait. C'est dur de trouver des PO. Et puis quand on a présenté notre formation, ben, les gens ils n'étaient pas en mode waouh. On en a fait une trentaine comme ça. La réalité c'est que ça nous a pris 6 mois. Et qu'aujourd'hui on n'a pas vendu une seule formation. C'est cool. C'est cool parce que j'ai appris énormément de choses. Et par exemple, je me pose aujourd'hui la question de savoir si une formation Product Owner a vraiment du sens. C'est une hypothèse que c'est ma prochaine hypothèse que je dois valider. Ça, j'aurais pas pu l'apprendre si je n'avais pas fait ce déroulement-là. Ce que ça m'a permis de ne pas faire aussi, c'est de travailler sur la formation elle-même. Je vous explique pas le gain en temps de travail, en énergie, de ne pas faire une formation que vous avez prévu de faire. C'est absolument génial. Du coup, j'ai pu faire plein d'autres choses. Alors, ce Lean Canva, et c'est un petit peu à l'image de ce que disait Alistair Coburn ce matin, c'est les comportements que vous y mettrez, c'est pas juste un outil, ce n'est pas juste des cases à remplir. On trouve souvent à tort cette approche-là. L'idée, c'est bien de savoir ce qu'on veut apprendre, de venir challenger ses certitudes, et c'est très dur, parce que ça appelle à soi, ça appelle à comprendre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de dire, et en gros, d'accepter qu'on peut avoir tort. Et avoir tort, en fonction des personnes, c'est très compliqué. Donc plus vous avez de certitudes, plus vous aurez besoin d'informations pour les valider, plus vous allez pouvoir trouver des hypothèses. Les hypothèses, elles se cachent. C'est un peu comme dans Matrix. À vous de lire où se cachent les prochaines hypothèses. C'est un guide qui va conditionner vos prochains investissements et votre prochain produit minimum viable. Ce que j'avais envie de vous proposer, c'était cette session. Peut-être que créer un bon produit avec le Lean Canva, c'est une bonne idée, peut-être pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à considérer ça comme une hypothèse, d'aller le tester et d'observer les résultats. Et puis, j'ai oublié une dernière chose, si vous échouez en appliquant le Lean Canva, surtout, recommencez, il y a certainement une hypothèse qui se cache quelque part. Je vous remercie. Un petit épilogue pour clôturer la session. J'ai monté cette session en mode Lean Canva. En fait, j'ai assez peu d'entrepreneurs, c'est ma cible. Je vous ai parlé des problèmes qu'ils avaient, ma proposition de valeur. Gardez vos idées, testez vos hypothèses. Je vous ai proposé une solution, en tout cas celle que je pense. Pour l'instant, mon principal canal de distribution, ce sont les conférences, un peu comme Emmanuel sur le Scrum Day. C'est mon 3e MVP. Ça m'a coûté du temps et aussi beaucoup de plaisir. J'ai qu'un seul moyen de me payer, puisque vous savez, il y a une case revenus. Alors évidemment, je ne vais pas faire la quête à la sortie, je vous rassure. Par contre,
si vous avez apprécié cette session, ou même si vous ne l'avez pas appréciée, je vous invite à me payer en feedback. Des feedbacks, vous avez certainement un petit carnet qui traîne quelque part, un bout de post-it, un coin de Kleenex propre, ce que vous voulez, pour m'aider à m'améliorer. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette session, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Peut-être, pour ceux qui n'ont pas envie d'écrire, juste une note de 0 à 10 m'indiquera un petit peu où vous en êtes. De 8 à 10, vous en parlerez de cette session. C'est-à-dire que si je me balade dans les couloirs, je vais entendre parler de « c'était trop bien ». Si vous êtes entre 0 et 6, clairement, et vous avez raison, vous direz surtout ne pas plus le voir et surtout ne pas suivre cette session. Et vous mettrez des mauvais commentaires sur le YouTube quand ce sera posté. Et puis si vous êtes entre 6 et 8, peu importe. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement la note, c'est pourquoi, qu'est-ce qui ferait que vous me mettriez 10. Sur ce, j'en ai terminé. Vous pouvez me contacter si vous arrivez à lire l'adresse mail. Et puis je suis preneur, évidemment, je suis disponible pour toutes les questions. Et encore une fois, je tenais à vous remercier pour votre patience du début de session et d'avoir bravé le repas. S'il y a des questions. Oui? Attendez. Bonjour. Allô? Oui. Oui, pour valider les hypothèses, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté quand est-ce qu'il n'y a pas certains cas où il y a besoin d'une certaine masse critique pour valider une hypothèse, notamment pour des produits qui sont de type produits de réseau, où il y a un effet de réseau qui est attendu? On a besoin d'avoir un certain nombre de personnes qui l'utilisent pour que ça ait un intérêt pour d'autres de l'utiliser. Et dans ce cas-là, est-ce que le principe du Lean Startup peut être appliqué quand il y a une certaine masse critique à avoir? Il y avait un schéma, problème, solution, produit, marché, échelle. Ouais. Moi, ce que je comprends de la question, c'est qu'on est déjà dans échelle. Oui, mais c'est par exemple sur une application où il doit y avoir à la fois par exemple une place de marché où il faut à la fois des vendeurs et des acheteurs. Comment tester même la première étape de Problem Solution Fit, alors que pour tester le concept, il faut une certaine masse critique d'acheteurs et de vendeurs pour qu'ils aient envie d'y aller. Et donc ils risquent vite, si on le teste au début, de dire bah, c'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas assez de choses à voir. Donc ce qui veut dire que toutes les idées d'avant sont bonnes. Tu as déjà tout validé. Ton produit, tu connais tes cibles, tu les as rencontrées, tu les as vues, tu leur as présenté le produit, elles t'ont dit « Ok, banco, on y va ». Elles ont du mal à dire si c'est intéressant ou pas parce qu'elles ne voient pas. On ne peut pas créer une place de marché au départ avec juste quelques personnes. Donc si elles le voient. Ça, c'est une certitude. Si demain on travaille sur ce sujet-là, là tu fais l'hypothèse que c'est pas possible. Est-ce que cette hypothèse-là, elle est démontrée? Et à ce moment-là, c'est-à-dire si en allant voir est-ce que toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin d'attendre la masse critique que toi tu as fixée, ou est-ce que finalement cette masse critique elle n'est pas plus basse? Est-ce qu'il y a une masse critique? Je ne sais pas. Moi, ce que j'aurais envie de faire, en tout cas, c'est de valider ce que tu es en train d'affirmer. Si tu l'as déjà affirmé, c'est-à-dire si aujourd'hui tu es face à un refus, donc là, effectivement, il y a peut-être un MVP qui est différent à imaginer pour aller chercher la masse critique. Parce que l'hypothèse la plus risquée devient la masse critique. Mais avant, on s'assurera que, comme tu es sur une plateforme de marché, donc tu as deux types de profils. Donc déjà, il y aurait deux canevas, par exemple. Donc un par cible. Et on va aller, du coup, on va avoir des hypothèses des deux côtés. On va aller vendre le prototype, le MVP, et l'idée, on va les pitcher, clairement, ce produit-là. Est-ce que ceux qui vendent et ceux qui achètent sont séduits par rapport à la solution? Si ce n'est pas le cas, la question de l'échelle, elle arrivera bien plus tard. Est-ce que ça répond à la question? Ouais. Excusez-moi, j'ai pris le micro. Moi, je voulais juste faire une petite remarque. Il y a quelque chose qui m'a gênée dans la présentation. Oui. Non, pas là-dedans, dans la présentation, qui est par rapport à la cible. On a une cible d'utilisateurs, et en fait, on n'a pas du tout parlé des acheteurs. Moi, je suis PO, je n'achèterai pas une formation. C'est-à-dire que je suis dans une organisation, je peux suggérer à mon chef, éventuellement, effectivement, de dire « j'ai besoin d'une formation », mais
si mon chef n'est pas convaincu par la démarche, et c'est la même chose d'ailleurs avec Emmanuel, avec les développeurs qui veut approcher, jamais ils achèteront son service. Ils pourront en faire la promotion, éventuellement, mais c'est pas eux qui achèteront. Donc c'est juste de dire, ce qui m'a gêné un peu, moi, c'est qu'en fait, dans cette démarche, il manque le bailleur, la notion de bailleur persona, en regard du user persona, qui sont pas tout à fait les mêmes, et qui font que l'argumentaire est pas le même, que les pains que vous avez évoqués, les peines, ne sont pas les mêmes, Tout à fait. que les bénéfices qu'ils en attendent ne sont pas les mêmes. Le développeur, il va attendre d'avoir éventuellement une promotion et de rentrer chez lui plus vite, et peut-être que le soir, et peut-être que son chef, il va en attendre de pouvoir dire que le jour où il se revend sur le marché du travail, il connaît telle solution, et ça enrichit son CV. Donc voilà, c'est cette distinction-là, moi, qui m'a manqué un petit peu, et qui fait que, par rapport au projet d'Emmanuel, justement, je me suis dit, il va peut-être avoir du mal à convaincre, parce que est-ce qu'il touche vraiment le bon interlocuteur? Voilà. On a vécu la même expérience sur la formation PO, parce que nous, on était sûr de vouloir aller chercher les PO. Ce que j'ai pas expliqué, parce qu'on a, l'idée c'est pas de tout expliquer non plus. C'est pas dans la cible en fait, c'est pas exclu. Et nous aussi, on a été confrontés à ça, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans notre cible, en fait, la première cible, c'était les RH sur la partie formation. Enfin, en tout cas, ils en faisaient partie, et les managers. Et là, on s'est retrouvé complètement sec, parce que ce que les interviews nous ont montré. Donc l'hypothèse qu'on avait fait, c'est dire, ça va très loin cette notion d'hypothèse et de certitude, c'est que notre cible, elle était vraiment utilisateur. Et effectivement, on est remonté, comme vous le dites, sur la partie acheteur. Et là, on n'est plus sur la même proposition de valeur. On n'est plus sur un avantage unique, différenciant. On n'est plus sur les mêmes canaux. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, on ne savait pas trouver les canaux pour aller chercher ces managers-là. Et c'est bien ça que ça nous a appris. C'est-à-dire qu'on a mis 6 mois, parce qu'on a manqué de vitesse, clairement, là-dessus. Enfin, clairement, c'est un échec positif. Hein, donc rien n'interdit, à la suite des expérimentations, effectivement, de voir cette émergence-là et de se rendre compte que l'hypothèse prioritaire sur cette démarche-là, elle n'est pas dans ce qu'on avait mis dès le départ. Nous, quand on a analysé, on a préféré arrêter les frais et se dire que voilà, on n'était pas capable d'aller investir de l'autre côté. Donc ça, c'était bien. Donc effectivement, il y a des marchés où il y a les utilisateurs payeurs et les utilisateurs non payeurs. Là, on parle des cibles. Donc moi, en tant que créateur de produit, je vais m'adresser. C'est-à-dire ce produit, je l'adresse à plein de gens. Et effectivement, mais la notion client-utilisateur, elle est souvent confondue. Moi, je dis que les clients, c'est ceux qui payent, les utilisateurs, c'est ceux qui utilisent. Et parfois, on est les deux, mais on ne réagit pas du tout de la même manière. Une autre question ? Merci, je vous souhaite un bon appétit et une belle journée au Scrum Day.